Un concours proposé pour la classe de 4e du lycée Saint-Exupéry à Saint-Siméon-de-Brécieux en Isère. Quel plaisir! Recueillir des témoignages de nos anciens sur l'histoire de notre patrimoine local. Quelle chance! Nous voici à la recherche sur nos communes respectives. Une tradition, la Jeanne Sapée. Un monument, le château de Brécieux. Une fête, les mandrinades. Nous avons sollicité individuellement nos grands-parents, Nos oncles et tantes, quelle richesse! et le choix a été difficile. À quelques mètres de notre lycée, un bâtiment devant lequel nous passons chaque jour nous interroge. Une camarade de classe, Camélia, habitante de Saint-Siméon-de-Brécieux, allait nous transporter dans le temps. Dès que j'ai su que l'on devait mener un projet intergénérationnel, j'ai pensé à ma grande-tante, Josépha Janin. Mes camarades de classe ont tout de suite retenu ma proposition. Sylvie Bouvier-Rambaud, une élue, et Gérard Duchesne, habitant de la commune, ont été invités à venir compléter notre voyage dans le passé. Retour dans l'usine Géraudon qui produit de la soie, puis des pièces mécaniques pour Peugeot. L'usine est située en plein cœur du village. On sait qu'il est implanté sur 6 hectares. En interrogeant le maire de Saint-Siméon-de-Brécieux, Éric Savignon, nous avons été en contact avec Sylvie Bouvier-Rambaud, chargée des affaires culturelles et patrimoine. Elle nous a invités à prendre contact avec Gérard Duchesne. Nous sommes allés à sa rencontre en lui donnant rendez-vous au pied de ce bâtiment. Nous sommes avec Gérard Duchesne. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, je suis un retraité de 75 ans qui a travaillé pendant 42 ans à l'intérieur de cette entreprise. Je suis rentré dans les années 1962 comme apprenti ajusteur où j'ai fait cet apprentissage pendant 3 ans et tout le long de ma carrière, donc j'ai monté les différents échelons de OP1, OP2, OP3, OP3S, puis technicien d'atelier et j'ai terminé donc ma carrière en 2005. Dans l'immensité de ce bâtiment, à quoi servait-il? Bon voilà, alors nous sommes devant le bâtiment, nous sommes devant la verrière. Alors je vais expliquer géographiquement ce qu'on y trouvait. Alors si on prend sur la gauche avec les grands bâtiments d'aile gauche sur lequel s'appuie la verrière. À ce moment-là, au rez-de-chaussée, on avait des magasins de pièces prêtes à être utilisées pour l'assemblage des chaînes. À l'étage supérieur, on avait les vestiaires et les réfectoires. Et sur la droite, donc, on avait un petit bureau d'ordonnancement et au-dessus, au premier étage, on avait un magasin de pièces détachées terminées pour pouvoir assembler ou réparer toutes les machines. Après, latéralement, on a tous les ateliers qui sont les ateliers de fabrication, qui sont avec toiture en shed. Et là, c'est pratiquement d'un côté, on avait tous les ateliers d'assemblage des chaînes. Et sur la droite, on avait surtout les pièces détachées, le découpage, la fabrication des pièces détachées des chaînes. Sur le fond, sur les ailes latérales, donc, on avait au rez-de-chaussée, sur l'aile gauche, les magasins d'emballage et d'expédition des produits finis. Au-dessus, donc, on avait les bureaux. Au-dessus, on avait aussi des magasins qui servaient surtout à tout ce qui était l'emballage des produits finis. Sur la droite, sur ces mêmes ailes, donc sur le pendant, on avait au rez-de-chaussée des ateliers de maintenance, réparation, machines, électricité, maintenance électrique aussi, plomberie aussi également, chaudronnerie aussi également. Au-dessus, c'était les magasins de pièces détachées et sur le fond, on avait l'école d'apprentissage qui fournissait à l'usine des ajusteurs après une période d'apprentissage de 3 ans et qui était intégré après dans les équipes d'ouvriers professionnels. Pourquoi la présence de ce bâtiment? Alors la présence de ce bâtiment est justifiée par l'arrivée des soyeux de Lyon qui cherchaient donc une main-d'œuvre un peu moins coûteuse que la main-d'œuvre lyonnaise, qui sortait d'une époque où il y avait eu beaucoup de grèves, donc ils ont décidé de s'implanter à la campagne. Et donc je vais passer la parole donc à Sylvie, qui connaît bien cette période. Ils cherchaient un terrain avec de l'eau, puisqu'ils avaient besoin de la force motrice de l'eau pour faire tourner les métiers à tisser. Ils cherchaient également du terrain, de la main-d'œuvre facile, entre guillemets. C'était un territoire à l'époque qui était très agricole, mais beaucoup de personnes étaient à la recherche d'un premier emploi. Donc c'est ce qui justifie l'implantation de cette usine dans les années 1870. Usine qui a employé près de 50% des habitants de la commune. Ils sont montés à 872 employés dans les années 1855. On a vu en même temps la population de Saint-Siméon augmenter. On a vu aussi le patrimoine architectural se modifier. Et particularité de cette usine, c'était l'usine pensionnat, où des jeunes filles, environ 70, étaient accueillies du dimanche soir au samedi après le travail.
Elles étaient ramassées par des galères. Elles appelaient comme ça ces hippomobiles où elles pouvaient tenir à 30-36 personnes. Et donc elles étaient ramassées des villages alentours pour venir travailler à l'usine. Est-ce qu'il y avait que des femmes dans l'établissement? Alors effectivement, il y avait une grande majorité de femmes. Par exemple, en 1885, on dénombrait 800 femmes pour 972 ouvriers. Du coup, il restait très peu de place pour les hommes. Alors, pourquoi peut-être autant de main-d'œuvre féminine? C'était aussi l'occasion pour elles d'avoir un emploi. C'était peut-être le premier emploi donc de ces femmes qui avaient parfois leur mari qui était exploitant. Qui étaient paysans, et ça faisait un complément de revenus. Mais beaucoup de femmes très jeunes. Je crois que ces 60% avaient moins de 29 ans. On peut imaginer qu'elles travaillaient à l'usine avant d'avoir des enfants, ou tout au moins avec les premiers enfants, et qu'ensuite, elles ne pouvaient plus continuer ce travail à la soierie. Puisque là, on est bien sur la période de la soierie Giraudon. On a appris qu'il y avait un pensionnat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors le pensionnat, donc, c'est un grand bâtiment qui abritait toutes les jeunes filles ou les dames qui venaient travailler à la semaine. C'était quelque chose d'assez fermé. C'est un grand bâtiment qui est tout en pisé. Il est remarquable par son architecture parce que c'est le plus grand bâtiment en terre battue d'Europe. Il est enregistré comme tel. Il est classé à l'inventaire des monuments historiques. Donc quand la soierie a fermé, que les établissements Peugeot ont repris l'ensemble aussi, ainsi que le bâtiment. Et ces appartements ont été loués pour des sommes assez modiques. Donc c'était un avantage, si on voulait, un avantage en nature pour les gens qui travaillaient. Et ça a abrité au plus une quarantaine de familles quand même, pendant au moins une trentaine d'années. Et puis petit à petit, donc, comme les niveaux de vie des gens ont commencé à évoluer, les gens ont déserté plus ou moins ces maisons, ces pensionnats, et puis ils ont commencé à faire construire des maisons individuelles jusqu'à la désertion complète, donc en tant que pension. Ça fait combien de temps que vous avez fermé cette usine? Alors l'usine est fermée depuis juin 2009. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il s'est passé que petit à petit, il y a eu de moins en moins de monde. Comme la production, comme on l'expliquera peut-être plus tard, a évolué vers d'autres choses et d'autres lieux. Et donc on en est arrivé à fermer l'usine avec 90 personnes à l'effectif. Mais ça s'est pas fait dans la douceur non plus. Il y a eu une occupation des locaux avec des revendications quand même assez importantes des gens qui restaient. Ils ont occupé l'usine pendant 3 mois pour essayer de négocier avec la direction un départ qui soit au moins honorable, mais au moins qui soit en cadre déjà avec les lois existantes, qui n'a pas été toujours facile. Enfin, ils sont arrivés quand même à un compromis, mais qui est arrivé quand même à la conclusion de la fermeture totale. Alors l'usine, tout ce qui a été machine a été transporté dans une usine à Chépy, qui sont dans la Manche, et en baie de Somme pour plus exact. C'était une usine de la filiale donc de Schaeffler aussi. Apparemment, ils ont eu quand même relativement beaucoup de difficultés à faire retourner cette technologie qui était très avancée, dont ils n'étaient pas habitués. Quel avenir pour ce bâtiment à l'heure actuelle? Alors, il faut savoir que c'est un bâtiment qui appartient à un privé, qui du coup n'est pas un bâtiment du domaine public. On n'a pas la main sur le devenir de ce bâtiment, mais par contre on y travaille tous ensemble avec le département, la région, et on cherche effectivement un avenir et un renouveau pour ce bâtiment qui pourrait être à multi-usage, on va dire, qui pourrait accueillir de l'habitat, de l'artisanat, pourquoi pas une salle de spectacle, un cinéma, un restaurant, voilà. En tous les cas, que ce soit un lieu de vie pour le cœur de Saint-Cyme. Et c'est bien aussi la volonté du propriétaire, avec qui on a des échanges réguliers pour construire ce nouveau projet. Puisque effectivement l'usine est fermée depuis déjà un certain temps. Donc il y a déjà dans un premier temps une consolidation de ce bâti avant de lui trouver une nouvelle destination et de nouveaux investisseurs. Nous remercions Sylvie Bouvier-Rambaud et Gérard Duchesne de nous avoir transmis toutes ces connaissances. Nous avons traversé un siècle et demi d'activité industrielle. Eh bien, merci à vous aussi de nous avoir donné l'opportunité de parler aussi de cette période, des périodes importantes qui ont façonné le paysage, qui ont façonné l'esprit des gens, qui ont aidé aussi à des familles à se sortir un peu, sinon de la misère, mais peut-être de leurs conditions aussi, peut-être de s'élever un petit peu, d'élever des enfants avec des fois un peu plus de confort financier aussi,
pour leur permettre de réussir aussi leur vie. Merci à vous, c'était très important pour nous. Nous accueillons Madame Janin qui a travaillé dans cette usine. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Madame Janin, je suis la grand-tante à Camélia Poisa. Oui, j'ai travaillé dans l'entreprise depuis 1970. Je suis rentrée, j'avais 18 ans. Je suis repartie en 2009, j'en avais 54. Combien y avait-il d'ouvriers et d'ouvrières dans l'usine? Donc, quand j'ai débuté en 70, il y en avait plus de 800. Et quand la boîte elle a fermé, on était plus que 380. Et la tranche d'âge à peu près? Tranche d'âge, on peut pas dire. Il y avait un peu de tout. Voilà, il y avait un peu de tout. Il y avait des personnes de 40 ans, 50, il y en avait des plus vieux, des plus jeunes, 18 ans. Vous faisiez combien d'heures de travail? Eh ben, au départ, on en faisait 42. Après, c'est a diminué dans les années après. On faisait plus de 39. Et les derniers temps, on en faisait plus de 35. Y avait-il des dangers dans votre travail? Comme danger, il y avait le bruit. On était obligé de porter des casques. Par la suite, ils nous ont fait faire... on a eu des bouchons pour les oreilles, pour protéger. Mon papa, il a perdu, à cause du bruit, le son du côté d'une oreille. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme sécurité? Il fallait porter des gants, les chaussures de sécurité, parce qu'on risquait de se faire tomber quelque chose sur les pieds, ou de se couper, ou de se pincer les doigts. Que faisiez-vous comme travail dans cette usine? Dans cette usine, j'ai fait un petit peu de tout, mais le plus que j'ai fait, c'était je travaillais en montage. Donc, je faisais le contrôle de la chaîne. Et ensuite, je faisais de la fermeture. Donc, on était plusieurs dans ces postes-là. Elles étaient 4 à fermer la chaîne. Et après, ça partait donc à l'emballage. Et vous travailliez en équipe ou c'était solo? Non, au contrôle, bien sûr. Au contrôle, j'étais seule. Mais après, il y a les fermeuses, elles étaient 4. Mais autrement, non, on était plusieurs à bosser. Habitiez-vous dans ce pensionnat? Oui, j'ai habité au pensionnat bien avant de commencer le travail. Voilà, donc dans les années avant 70, jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler en 70. Et mon papa aussi. Donc mon papa, après, il a travaillé, il s'est fait monter une maison. Et puis nous, on est partis. Donc on est partis de là-bas. Mais on habitait au-dessus de la pharmacie. On voyait les ouvriers passer et il y avait le son de cloche pour avertir qu'il fallait être déjà dans l'entreprise. Donc les gens accouraient se pointer et puis commencer le boulot. Et ça vous rapportait combien à peu près par le salaire? Le salaire, dans les premières années, c'était 250 francs par mois. Alors je ne sais plus combien c'était de l'heure à l'époque. Voilà, c'était en francs. Donc après, les derniers temps, c'était en euros. Donc oui, de l'heure, c'était déjà dans les 9-10 euros. Et quelle était l'ambiance de vie? L'ambiance de vie? Moi, j'étais contente d'aller travailler. J'avais une bonne ambiance avec mes collègues de travail et puis tout se passait très bien. Oui, j'étais contente d'aller travailler. Merci de nous avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de m'avoir fait mémorer mes anciens souvenirs. Interviewer n'est pas un exercice facile. Nous avons eu la chance de croiser Martine Crasé, correspondante locale de presse et retraitée. Elle nous a montré sa passion pour aller à la rencontre des autres. Nous nous sommes rendus compte que l'interview était un excellent exercice pour mieux communiquer. Alors, nous osons maintenant prendre la parole. Pour comprendre notre chance de vivre ici et maintenant, il faut nous questionner et questionner nos grands-parents, et même arrière-grands-parents, pour nous transmettre leur vécu. Prendre le temps de comprendre nos traditions pour savoir qui on est et d'où on vient. Il faut les écouter pour nous permettre d'imaginer l'évolution des conditions de travail et de vie. On ne prend pas toujours le temps de profiter de notre entourage et des moments présents. Les écrans vont-ils nous permettre de transmettre nos valeurs et notre vie actuelle aux prochaines générations qui suivent ?